Mes sœurs, mes frères, si le soleil est notre père, la terre et la mer sont les mamelles qui nous nourrissent, on est des frères puis des sœurs. C'est ça la vie en société, la fraternité. Aristote disait ça, puis saint Thomas d'Aquin aussi. Puis même qu'il ne l'aurait pas dit, ça serait vrai. Hein? Les premiers chrétiens, on les reconnaissait à la convivialité, le partage et la fraternité. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nos gouvernements ont signé en 1948, ça dit « Tous les humains naissent égaux en dignité et en droit. Ils sont pourvus d'intelligence et de conscience et doivent transiger entre eux dans un esprit de fraternité. » Ce n'est pas tout à fait ce que nous vivons présentement. Vigneault, lui, dit « Dans mon grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre mes 4 murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon. Les humains sont de ma race. » L'autre soir, M. Clinton était à la télévision, puis il dit, on a eu un repas à la Maison-Blanche, puis il y avait là un généticien qui nous a dit, entre les humains, à 99,9 %, il n'y a pas de différence. J'ai trouvé ça courageux parce qu'il me semblait qu'il faisait un peu de différence. C'est peut-être à cause de la couleur. Pour les Noirs, oh ben non, les Mexicains qui sont là. Alors, c'est ça. Notre idée, c'est qu'on doit vivre en fraternité. Les êtres humains, ce n'est pas que des producteurs et des consommateurs, c'est des personnes. Puis le rôle de l'État, le gouvernement que la société se donne, c'est en fonction de la satisfaction des besoins des humains, pour permettre à chaque citoyenne et à chaque citoyen, quel que soit son lieu de naissance, quels que soient ses parents, quelles que soient ses difficultés physiques ou psychiques, c'est pour permettre à chaque citoyenne et à chaque citoyen de s'épanouir, de venir à sa grandeur de femme ou à sa grandeur d'homme. L'État, ce n'est pas un spectateur puis un arbitre, c'est un promoteur du bien commun. Il doit utiliser les ressources humaines, les ressources naturelles de façon optimum, pas de façon maximum, comme ce qu'a décrit Richard Desjardins. Utiliser les ressources humaines et les ressources naturelles de façon optimum, les connaissances scientifiques et les connaissances techniques en fonction de la satisfaction des besoins du peuple. C'est ça. La démocratie, c'est Demos Kratos, l'autorité du peuple. Pierre Vadeboncoeur avait écrit un livre qu'on a réédité, L'autorité du peuple. C'est un président des États-Unis qui disait le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Ça veut dire qu'il faut changer de manière de penser. Il faut faire la révolution dans notre tête. Puis un grand juriste, Georges Burdeau, qui a écrit des gros volumes sur la démocratie, il dit « Il ne s'agit pas de surveiller le pouvoir, il s'agit d'exercer le pouvoir. » Puis moi, quand je pense à ça, je pense aux femmes parce qu'ils connaissent ça, exercer le pouvoir. Les hommes qui pensent qu'ils mènent chez eux, c'est des drôles de gars. Alors, c'est ça. Actuellement, au Québec, il y a 1 500 000 pauvres. Puis un autre million de personnes qui ont des emplois précaires. 2 heures par jour, 2 jours par semaine. De 1975 à 1996, 73 % des emplois au Québec, c'était des emplois précaires. À l'avenir, ça va être 80 %. À Silicon Valley, là, les plus gros contrats, c'est 3 ans. Alors, ceux qui disent que les universités doivent s'orienter pour le service des compagnies, ils sont dans les patates parce que va falloir que les gens soient polyvalents. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait une culture beaucoup plus grande que celle qu'on a actuellement.
John Saul, dans son livre, le mari de la gouverneure générale, qui a écrit un livre, La civilisation inconsciente, il dit ça, je peux dire. Que c'est faute de prétendre, là, comme le ministre de l'Éducation, qu'il faut que les universités soient performantes. Il y a un bon caricaturiste au Soleil, un nommé Côté, à la suite de la déclaration du ministre de l'Éducation qui disait que les universités devaient être performantes. Il y a un gars qui s'est présenté devant son professeur, puis il dit « Je voudrais étudier la théologie ». Le professeur, il dit « Avez-vous une coupe de miracle en vue, toujours? » Hein, faut être performant. Alors, c'est ça. C'est le contraire de l'humanisme. C'est le contraire de ce que devrait être la culture, je veux dire, surtout pour un petit peuple comme le peuple du Québec. 1 500 000 pauvres, 1 million de personnes qui sont dans l'inquiétude. Puis quand les cadres déboulent, ils déboulent de haut, puis ils tombent bas. À Saint-Hilaire, à côté de chez nous, il y a des grosses maisons de 200 000 – 300 000 qui sont à vendre. J'ai de mes petites filles qui vont faire garder des enfants des fois, puis ils disent « Grand-papa, le réfrigérateur est vide. » Puis l'année dernière, j'ai été pour le 25e anniversaire du groupe de bénévoles, là, des Canadiennes françaises, des Anglais, des protestants, des catholiques. Ça fait 25 ans qu'ils travaillent là, ensemble. Quand la dame m'a fait visiter, elle a dit « On fait des paniers de provisions. » Mais j'ai dit ah, « Qu'est-ce que ça vient faire dans vos services, les paniers de provisions? » Elle a dit « C'est M. Charbonneau, notre député, qui nous a demandé ça, le président de l'Assemblée nationale. » Et ça donnait être là quand j'ai parlé, alors je me suis expliqué avec lui. Je ne crois pas qu'il a compris, par exemple. Les plus pauvres dans la province de Québec, c'est les femmes âgées de 65 ans et plus. Celles qui ont bâti le pays, littéralement. Avant-hier, j'étais à Saint-Félicien puis à Roberval. À Saint-Félicien, avec des personnes âgées, là. À Saint-Félicien, ce n'est pas des immigrants qui ont bâti ça, hein? C'est du monde de la baie des Sables. Des familles de 12 puis de 24 enfants. Bien, ça, c'est les femmes les plus pauvres dans la province de Québec. Après ça, c'est les petites mères de famille monoparentales. Puis ensuite, c'est la jeunesse. Alors, il y a des affaires qui ne marchent pas carrées. Hein? Les infirmières ont fait une étude là, dans les maisons d'accueil. Quand ils mouillent leur couche, leur jaquette ou leur pyjama, là, ils leur mettent une couche avec une barre. Tant que la barre n'a pas changé de couleur, ils ne changent pas la couche. Puis il y a des MBA qui administrent ça, là, les MBA, j'appelle ça les maudits baveux classe A. On en rencontre un peu partout dans l'administration. Ils disent 2 couches, ben non, 4 couches par 24 heures. Ça, c'est le savon de toilette génitale. 0 rinçage. Un peu de push-push puis une serviette en papier. Puis comme ils sont pas assez nombreux pour prendre le temps de faire manger les vieux, quand ça prend trop de temps, il y a des seringues pour les gaver. Puis l'après-midi, ils les droguent parce que la nuit, il n'y a pas grand monde pour garder. Ça, c'est nos parents, c'est nos confrères, c'est nos concitoyennes, c'est nos concitoyens. C'est un peu partout comme ça dans la province. Vous allez aller devant l'oratoire Saint-Joseph, ça se passe comme ça. Dans la maison d'accueil qui est là, vous allez aller dans l'est de la ville, sur la rue Pineuf, puis c'est encore ça aussi, je veux dire. Ça fait dur, hein? Il y a un nommé Douglas qui était il était premier ministre de la Saskatchewan, il disait « La qualité d'une société, c'est le soin qu'apprend des plus démunis. » Puis pour lui, les plus démunis, c'était ceux qui avaient des maladies mentales. Alors, il a fait venir des experts d'un peu partout, puis il les a écoutés. Il y a là, puis à Cuba, où on s'occupe des malades mentaux convenablement. Au Québec, on a désinstitutionnalisé. Ils ont sorti le monde des hôpitaux pour malades mentaux, pas après une cure active, puis avec des maisons de transition. Ils ont juste jeté dans la rue avec des poignées de médicaments. La police les ramasse, puis la maison du père à Montréal, puis à Québec, c'est comme ça, je peux dire.
Ils vendent ça, ils les donnent, ben non, ils les jettent. Ça fait une drôle de qualité de civilisation. Nous autres, on dit, les ressources naturelles de notre pays, ça nous appartient. Ça n'appartient pas à Domtar puis à la Consolidated Batters qui a fermé l'usine de Chandler. 40 millions de salaires, 40 millions de dollars de salaire qui ont disparu. Les travailleurs lui ont dit, on va l'acheter l'usine, on va la faire marcher, c'est nous autres qui la faisions marcher. La compagnie a dit, je ne peux pas vous la vendre, vous allez concurrencer mes autres moulins. Puis un autre monsieur, un frère Lemaire, là, que le gouvernement a gavé, les gars de Cascade, il a acheté une usine de 30 ans, une usine de carton à Montréal qui marchait depuis 30 ans. Pendant les vacances, il a sorti la machinerie, puis après les vacances, il a dit aux employés, c'est fermé. Les gars, ils ont dit, on va la faire marcher, on va vous l'acheter. Je ne peux pas vous la vendre parce que vous allez me concurrencer à une autre boîte de carton, à une autre usine de boîtes de carton. Ça, ce monsieur-là, c'est un ami de Lulu le Toupette. Je ne sais pas si vous le connaissez, Lulu le Toupette. Moi, dans mon comté, je l'appelais le crosseur en chef. C'est lui qui donne les concessions forestières. C'est lui qui donne des pouvoirs hydrauliques à Bourg-Alex, qui appartient aux frères Lemaire. Puis un des frères, le frère Lemaire, le Bernard, une journée, il a vendu 200 000 actions. Ça lui a rapporté 2 300 000 dans la journée. C'est un des baveux qui dit qu'il faut se serrer la ceinture, qu'on a marché au-dessus de nos moyens, qu'on est allé à l'école en Cadillac, puis en Jaguar, puis à l'hôpital en Cadillac, puis en Jaguar. Tu sais, c'était l'histoire que le PQ nous racontait. Mais il y a l'autre monsieur, l'autre grand monsieur Baudouin, de Bombardier, qui a été gavé, lui aussi, par le gouvernement Parizeau, puis par les autres gouvernements, qui continuent d'être gavés. Lui, dans une journée, il restait des actions qui s'étaient données, qui avaient été multipliées par 8, puis le prix divisé par 8, ça y revenait à 1,97 $, puis il les a vendus 31 $. Dans la journée, il a fait 114 millions de dollars. C'est un autre baveux qui dit qu'on marche au-dessus de nos moyens. Son usine à Valcourt, il n'y a même pas de syndicat. Au lieu de ça, c'est Manpower qui embauche. Tu ne travailles pas pour Bombardier, tu travailles pour Manpower. Puis pendant le référendum, ben, il a envoyé une lettre à ses employés pour leur dire que c'était dangereux. Les affaires politiques au Québec, puis ça perturbait les affaires, puis ça empêchait les investissements. Il est allé acheter des usines en Irlande, un pays tranquille. Hein. Les gars, ils vont aux funérailles avec des 303 pour avoir la paix. Alors ça vous donne une idée de ces petits messieurs-là. Hein. Pour ce qui est de la pauvreté, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, il a envoyé 88 questions au gouvernement du Canada puis au gouvernement des provinces. Puis ils ont fait venir à Genève les 26 et 27 novembre 1998 des représentants. Puis ils ont publié un rapport au mois de décembre, 4 décembre 1998, dans lequel, entre autres choses, ça, ce résumé-là, c'est fait par la Ligue des droits et libertés de la province de Québec. Un des paragraphes du rapport dit « Le Canada a la capacité de respecter pleinement tous les droits inscrits dans le pacte. Malheureusement, il ne le fait pas encore, comme en témoigne l'indice de la pauvreté humaine du Programme des Nations unies pour le développement, qui place le Canada au 10e rang parmi les pays industrialisés. » Le plus beau des pays au monde, d'après le PIB, c'est pas tout à fait ça. Le comité est inquiet du fait qu'au moins 6 provinces canadiennes, y compris le Québec et l'Ontario, aient adopté des programmes de workfare qui assujettissent le droit à l'aide sociale à des mesures d'emploi obligatoires ou réduisent les prestations d'aide sociale des bénéficiaires, généralement jeunes, qui revendiquent leur droit de choisir librement l'emploi qui leur convient. Le comité dit par ailleurs, le comité encourage l'État partie à adopter les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits économiques, sociaux et culturels des femmes, y compris le droit
à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, puis à une considération convenable aussi. Alors ça, c'est la situation, ça, d'après ce comité-là des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies. Il est formé de 29 représentants de différents pays, alors. C'est pas tous des marxistes-léninistes, des maoïstes, puis des trotskistes, puis, hein? Ça, c'est la situation, ça, de notre pays, ça. Alors, nous autres, on dit les ressources naturelles, ça nous appartient. Puis le niveau de vie que nous avons actuellement, c'est l'héritage que nos parents, puis nos arrière-grands-parents, puis nos arrière-arrière-grands-parents nous ont laissé. On veut avoir notre part de l'héritage de notre vivant. 300 ans de pauvreté, 300 ans à quêter comme un peuple de quêteux, ça suffit. En 1927, il y avait 2 hommes à la Chambre des communes, M. Woodsworth du CCF. Le CCF, c'était le Cooperative Commonwealth Federation, la Fédération des coopératives pour le bien commun. Les évêques de la province de Québec n'ont pas compris ça parce qu'eux autres, ils savaient seulement le latin puis le français, ils ne savaient pas l'anglais. C'était des ministres protestants, ça, qui venaient de la Fabian Society d'Angleterre, des chrétiens de gauche. Il était 2 à la Chambre des communes en 1927, puis les libéraux et les conservateurs avaient le même nombre de députés. M. Lapointe a écrit à M. Woodsworth, la lettre est encore là dans le bureau du NPD qui a succédé au CCF. Dès la prochaine session, nous passerons une mesure sociale. Les pensions de vieillesse sont arrivées au Canada en 1927. Dans tout le Canada, excepté le Québec. M. Tachereau, puis le Parti libéral, puis les baveux, ils disaient les Canadiens, Français, catholiques ont ce cœur pour prendre soin de leurs vieux, puis de leurs vieilles, les jeunes crevaient, puis les vieux et tout. Tu sais, il y a des bouts qu'on était de travers, hein? Qu'on a écouté des imbéciles puis des baveux. Après ça, Woodsworth, il parlait de l'assurance chômage. Ça faisait 10 ans qu'il y avait une crise. Il y avait des coupons pour les familles, elles étaient obligées d'aller chercher des coupons distribués par la Société Saint-Vincent-de-Paul, puis c'était toute une affaire, hein? Là, il y a encore des gars à la Chambre des communes qui disaient « ça n'a pas de bon sens de payer du monde à rien faire ». C'est comme dans la chanson de Félix Leclerc, la meilleure façon de tuer un homme, c'est de lui donner de l'argent sans le faire travailler. Il a dit aux députés qui rouspétaient, « Vous nourrissez vos chevaux l'hiver, il faudra nourrir le monde. » Ça, c'était en 1937, 38, 39. Hein? Il y a un mois, j'étais à Rimouski, au cégep, il y a un professeur qui m'a dit, « Chartrand, il y a des étudiantes et des étudiants qui ont faim. » J'ai été à Laval en sociologie, puis un professeur qui m'a dit la même chose. Au cégep de Sainte-Foy, la semaine dernière, ils m'ont dit la même chose. À l'université de Hull, puis au cégep de Hull, ils m'ont dit la même chose. Il y a des femmes, des étudiantes, puis des étudiants qui ont faim. Comme il y a des jeunes mères de famille, puis des enfants qui ont faim. Hier, on était à Saint-Hyacinthe, puis il y a un jeune professeur qui est arrivé, puis il a dit, dans mon école, il y a 20 enfants qui arrivent le matin qui n'ont pas mangé. À Montréal, il y en a combien de milliers? Hein? Puis ici à Longueuil, il doit en avoir aussi, je veux dire. Alors, il y a des affaires qui ne marchent pas. On a fini par avoir l'assurance chômage. En 1941, il y avait 1 % de chômeurs. Les gars étaient partis à la guerre, puis les femmes étaient dans les usines. Même, il y avait des panneaux réclames qui nous montraient Jeanne d'Arc pour inciter les Québécoises à aller travailler dans l'effort de guerre. Tu sais, les gars à Ottawa, des fois, ils sont drôles un peu. Hein? Jeanne d'Arc, sa mission, c'était de bouter les Anglais dehors. C'est pas une affaire à dire au Québec, ça. Il y avait d'autres panneaux réclames qui disaient 4 cochons sur 5 s'en vont en Angleterre. Les gars disaient videz, envoyez-en 5 sur 5, videz le Parlement. Après ça, les Anglais se sont plaints, notre bacon était trop gras. Puis les œufs étaient trop petits. Ça, c'est les poules qui ont répondu, on ne se fendra pas le cul pour les Anglais. Il y avait 1 % de chômeurs. Et le gouvernement qui entrait les gars dans l'armée pour 1,30 $ par jour, il dit quand vous reviendrez si vous n'êtes pas morts.
Ils ont bien essayé, je veux dire, à Dieppe, puis en Italie, c'était Canada First. Chris, on était à l'avant-garde partout. La colonie. Alors, on vous donnera à manger en attendant que vous trouviez un emploi. C'est comme ça qu'on a eu l'assurance chômage. Puis en 44, ma chère, en 44, il est arrivé la manne. Vous avez déjà entendu parler de ça, la manne dans le désert. Eh bien, il est arrivé la manne au Canada. Ça, c'est le journal Le Canada du 26 de juillet 44. Les allocations familiales libéreront le peuple du besoin. King expose avec une vigueur remarquable son grand projet des allocations familiales. Il y avait le Père Lebel, l'aumônier de l'Union catholique des cultivateurs, qui parlait de ça, puis le Bloc populaire. Puis on passait pour des fous. À ce moment-là, il y avait plus d'enfants dans la province de Québec qu'il y en avait dans l'Ontario. Alors, les gens de l'Ontario, ils appelaient ça des bébés bonus. Puis il y avait des baveux dans la province de Québec qui disaient que c'est des primes comme pour les veaux. Ça, c'est le journal Le Canada du 2 août 44. Le gouvernement provincial complétera les allocations familiales d'Ottawa en versant un supplément aux familles plus nombreuses. M. Godbout, qui avait remplacé Duplessis en 1939, puis là, c'était à l'élection, c'était la mise en nomination le 2 août. L'élection a eu lieu le 8 août. Puis dans le journal du 2 août, ils ont donné tous les montants d'allocations familiales qui iraient dans chaque comté au Québec. C'était pas pour nous acheter, c'était pour nous avertir. Oh, on serait surpris de recevoir une manne du ciel. M. Godbout promet de combler la différence des allocations dans le cas de nos grandes familles. Les salaires, ça a toujours été par individu, hein, ça ne tenait pas compte des familles. Mais à Ottawa, ils sont curieux. Les allocations diminuaient après le 5e enfant. Là, il y a un secrétaire d'un conseil central à Québec qui a écrit à Dunning, le ministre des Finances, puis là, le ministre des Finances a réuni ses experts. Puis comme dit encore John Saul, les experts des gouvernements, ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Excusez, madame. Alors, il a répondu, M. Dunning, après avoir consulté ses experts, il dit, c'est parce que dans la province de Québec, il y a un dicton qui veut que quand il y en a pour 5, il y en a pour 6. Partout dans le Canada, les allocations familiales à leur mère de famille, c'est généralement elle qui engendre les enfants, hein? Excepté au Québec. Au Québec, à cause du Code de Napoléon, ça allait aux hommes. Des fois, j'entendais ma femme grogner la nuit. Je disais, qu'est-ce que j'ai fait encore? Elle disait, prends-toi pas pour Napoléon. Là, Mme Casgrain et d'autres femmes sont allées voir les députés libéraux de la province et ont dit, si vous ne voulez pas vous faire égosser, vous faites mieux de nous envoyer les allocations familiales. Là, les députés sont allés voir King et ont dit, on ne voudrait pas se faire émasculer, il faudra envoyer ça aux femmes au Québec. C'est encore les femmes, quand Mulroney a voulu changer les pensions de vieillesse, ils sont allés le voir et ont dit, mêle-toi pas, mon gamin, parce que nous autres, on ne se mêlera pas. Alors, vous voyez, ça, les allocations familiales, c'est arrivé après la guerre, en 1944. Les libéraux voulaient se faire pardonner la conscription. Ils appelaient ça la mobilisation. C'était pas du pipi, c'était de l'urine. Tu ne mourrais pas de consomption, tu mourrais de phtisie. Les pensions de vieillesse, c'est parce qu'ils étaient égaux les deux partis. Ça, c'est après la guerre, ça. Il n'y a pas un économiste qui a eu le temps de s'ouvrir la trappe pour dire que ça n'avait pas de bon sens, ben donc ça avait du bon sens. Les économistes, je viens de lire un livre d'un nommé Marty, il dit « Quand est-ce que les gourous économistes vont cesser de nous prendre pour des imbéciles? » J'ai regardé dans mes papiers du début de l'année 99 les pronostics de M. comment ça s'appelle, Soucy de la Banque Desjardins, puis Mme Vachon de la Banque canadienne nationale, puis les affaires du Fraser Institute, les baveux, là, puis de Moody's, puis de Standard & Poor's, puis tous les maîtres de M. Landry, là. Ils prétendaient que 99, c'était pour être le marasme. C'était une des années les plus prospères pour le BIP. Le PIB, le produit intérieur brut.
Ils font des pronostics à peu près comme Jojo à la télévision. Là. Ça équivaut à ça, les économistes. Dans le monde entier, à part de ça. Ouais. C'est des maudits faiseux de farceurs, je veux dire. D'abord, c'est pas une science. Hein? C'est pas une science parce que les hommes peuvent arriver puis changer d'idée. Puis on voit ça, comment est-ce que ça se promène. Hein, en tout cas. On ne parlera pas de ça plus longtemps, mais ce n'est pas dans votre spécialité. Monsieur Douglas, dans la petite province de Saskatchewan, avec un planning board des experts qui venaient d'un peu partout. Un petit parti dans une province où il n'y avait même pas de radio d'État. C'était toutes des radios privées puis des journaux privés. Il a installé l'assurance hospitalisation puis l'assurance santé. Contre toutes les compagnies d'assurance d'Amérique du Nord, contre toutes les compagnies pharmaceutiques d'Amérique du Nord, contre tous les collèges de médecins d'Amérique du Nord, y compris le Collège des médecins de la province de Québec. Il a fait ça, lui. Il trouvait que c'était utile. En 1958, j'ai été visiter ça, j'étais voir les sœurs qui étaient dans les hôpitaux. On a amené des gars de la CSN. Et puis, ils nous ont fait visiter, puis ils nous ont donné tous les renseignements qu'on voulait. Des journées de temps. Puis après ça, on a fait venir M. Romanoff, qui est premier ministre de la Saskatchewan. À ce moment-là, il était ministre. Il s'occupait de l'assurance automobile. Puis si on avait pris le plan de la Saskatchewan ou du Manitoba pour l'assurance automobile, au lieu de prendre le plan avec les compagnies privées, ça nous coûterait peut-être à peu près le tiers de ce que ça nous coûte là. En tout cas. Alors, c'est ça. Les pensions de vieillesse, c'était universel, inconditionnel. Tu avais 65 ans, tu recevais ta pension de vieillesse. Les allocations familiales, tu disais, j'ai des enfants, ben, je remplissais le papier, c'était inconditionnel et universel. Encore aujourd'hui, tu peux aller à l'hôpital, que tu sois riche ou ben non pauvre, puis ça ne te coûtera rien. Si tu es riche, tu as des chances de passer devant les autres. Sinon, tu peux attendre un peu. Moi, j'ai attendu 1 an et demi pour me faire opérer des cataractes. Ça ne m'a rien coûté, à bord des médicaments, une vingtaine de dollars après ça. J'ai envoyé 20 $, c'est pas ce qui serait arrivé. Ma petite sœur, qui a 81 ans, qui a eu 9 enfants. Il y en a qui ont étudié ici. Elle habite Saint-Lambert. Avant, elle habitait à Longueuil. Elle avait besoin d'un papier, elle est veuve, pour avoir le renouvellement de son permis. Ça a coûté 1 500 $ pareil. C'est comme quand les hommes d'affaires, les baveux d'hommes d'affaires de la province de Québec nous disent la taxe à la masse salariale, c'est épouvantable, l'assurance chômage, l'assurance santé, les accidents de travail, puis le fonds de pension. Tu sais. Ils rajoutent tout ça sur le coût de revient, c'est déductible d'impôt, puis ils mettent le profit par-dessus. Il y avait une réunion avec M. Coutu, un autre ami de Lulu le Toupette, là, qui a des pharmacies aux États-Unis, M. Coutu. Puis le professeur Léopold Lauzon de la chaire d'études socio-économiques était là. Ils ont demandé, devant ses employés, puis le représentant syndical, là, combien ça vous coûte aux États-Unis? Il dit, aux États-Unis, pour un commis, c'est 300 $ par mois. Puis pour un directeur, c'est 500 $ par mois pour l'assurance santé, puis à bord de ça, il faut prendre une assurance salaire. L'autre jour, j'allais à Jonquière, d'un petit avion, il est monté un monsieur là, on a commencé à jaser. Il y a des usines de métallurgie dans le Saguenay, puis il y en a d'autres à Manchester, aux États-Unis. J'ai dit, combien ça vous coûte pour l'assurance maladie pour vos employés? Il dit 275 $ par mois pour la santé, puis il faut que je prenne une autre assurance pour les salaires. Tu sais, la beauté des États-Unis, les économistes en Europe, les Français, puis les autres ici, là, ils nous disent les États-Unis, c'est beau. Il y a 20 millions de working poor, des gens qui travaillent qui sont en bas du seuil de la pauvreté. Il y en a 5 millions alentour des prisons. Ça aussi, ça fait baisser le chômage de 2 %. Les working poor, ils font baisser le chômage de 2 %. Il y a 40 millions qui n'ont pas d'assurance santé. Clinton s'est essayé, puis ils ont dit, oh, toi de là. Hein? Les compagnies d'assurance qui ont dit de se tasser. Un revenu de citoyenneté.
à titre de citoyen pour les biens premiers, les biens primaires. Inconditionnel, universel, au-dessus du seuil de la pauvreté. Comme les allocations familiales, les pensions de vieillesse et puis l'assurance hospitalisation aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pauvreté zéro. Éradication de la misère sociale pour 2 400 000 Québécois qui vivent dans l'inquiétude, quelle que soit leur instruction. Respect de la personne. Une personne qui chôme est aussi respectable que quand elle avait un salaire et qu'elle travaillait pour une entreprise capitaliste. Au ben non pour le système d'éducation, au ben non pour le système de santé. Agrandissement du champ de la liberté pour les femmes. C'est la première fois qu'ils vont recevoir un chèque sans avoir de grimace avec. Tout le travail des ménagères, là, puéricultrices, institutrices, infirmières, torcheuses, ménagères, administratrices, ça compte pas dans le produit intérieur brut. Vous n'existez pas. Économiquement, les femmes. Sauf quand un gars perd sa femme qui est obligé d'engager quelqu'un. Là, le salaire de cette personne-là est déductible d'impôt. Ça rentre dans le PIB. Comme le verglas. C'est fort, hein? Agrandissement du champ de la liberté. Le commencement de la liberté pour la jeunesse. T'attends peu après ta famille, puis tu vas pas te mettre des chaînes à la Banque de Jardin, ben non, à la Banque Royale. Tu fais ce que tu entends faire, puis tu choisis les études que tu veux, puis tu pars la petite entreprise que tu veux, puis tu es sûr de ne pas crever de faim. Sortir de l'âge de pierre pour la jeunesse. Quand je parle de la jeunesse, je veux dire, vous autres, on peut vous appeler des jeunes, mais vous êtes rendus des adultes, hein, vous savez ce que vous voulez, puis vous êtes dans la société. Il y en a qui votent au fédéral puis au provincial, des milliards de dollars de choses, puis c'est pas ce qu'on vous apprend de sciences politiques. Tu sais que dans les universités, il n'y a rien de ça, je veux dire. Même pas de la science politique, les éléments de la démocratie. C'est quoi les éléments de la démocratie? C'est une organisation de citoyens qui étudie un problème, puis qui trouve une solution, puis qui essaye d'en convaincre d'autres. C'est ça. Puis le revenu de citoyenneté, on compte sur les femmes pour faire ça. Des assemblées de Tupperware. Puis il y en a partout dans la province déjà. Les femmes qui se réunissent à 4-5, puis la semaine suivante, les 4-5 femmes qui étaient là, ils réunissent d'autres femmes chez elles. Les hommes, on les a essayés. Alors là, on compte ces femmes. Le revenu de citoyenneté, ça va permettre à ceux qui attendent pour être payés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail. Ça prend 3 ans, 5 ans, 10 ans pour que tu sois tout nu pour aller avoir ton bonheur social. Le professeur François Blais, c'est un politologue de l'Université Laval. Il va publier un livre, là, je pense qu'il est chez Fides, à propos du revenu inconditionnel et universel. Il a étudié ça avec les autres en Europe, en Angleterre, en Belgique, en Hollande. En Irlande, les évêques catholiques et protestants, par leur comité de la justice sociale, CORI, ils disent un revenu universel, inconditionnel, au-dessus du seuil de la pauvreté. Puis là, il y a des gens qui nous disent, les chômeurs. Il y a un député libéral qui m'a dit ça, un député libéral fédéral. J'étais à Hawkesbury pour parler aux francophones qui sont conseillers municipaux, puis maires, puis mairesses. Entre Hawkesbury et Ottawa, c'est 88 de francophones. Alors, j'ai parlé du revenu de citoyenneté. Puis là, il m'a dit, ça va être épouvantable pour les chômeurs. J'ai dit, tu en as 1 400 000 de chômeurs dans le Canada, puis ils n'ont pas de revenu de citoyenneté, que c'est à temps pour les mettre à l'ouvrage. Au Québec, il y en a 445 000 qu'on compte, à bord de ceux qu'on ne compte plus. Puis à un moment donné, ils nous disent, le chômage a baissé de 8 à 6 Ça va faire une belle jambe, ça. Il en reste rien que 445 000.
Avant, quand on parlait de 3 de chômage en Europe ou ben non, au Canada, là, c'était la calamité. Aujourd'hui, les smart économistes, ils disent 10 ça ne sera pas pire. Un 10 qui crèvent de faim et qui vivent dans l'inquiétude. Alors, pour les gens qui attendent, là, les règlements de succession, les pensions alimentaires, ou ben non, les réclamations de ceux qui les ont volés, le professeur Blais dit l'allocation universelle devrait faire beaucoup mieux que les programmes sélectifs actuels. Ceux-ci restent profondément stigmatisants, préjudiciables et humiliants pour les ayants droit. On les force à se placer dans une situation de demandeur, à faire la preuve de leur dénuement et à tolérer qu'en tout temps, on puisse examiner leur situation de vie personnelle. Vous vous rappelez, les libéraux, tonton Macoute, hein, quand ils trouvaient une paire de souliers d'homme dans la maison d'une femme, il a coupé de 108 piastres par mois. Bien, encore aujourd'hui, une mère de famille qui est sur le bonheur social, qui a un de ses enfants sur le bonheur social, s'ils habitent tous les deux ensemble, ils sont coupés tous les deux de 108 piastres par mois. À votre sommet de la jeunesse, ils ont dit que le PQ il cessera ça bientôt. Les compagnies peuvent se fusionner. Puis là, Landry, il est aux as quand il voit des fusions de compagnies. Mais les pauvres, eux autres, Lulu le Toupette a dit les pauvres, ils doivent être solidaires, partager leur pauvreté et leur misère. On est habitué, ça fait 300 ans. On pensait de gagner le paradis avec ça. C'est pas une tarte dans le ciel qu'on veut, c'est du pain sur la terre. Les conditions d'admissibilité exigent des futurs ayants droit qu'ils dilapident préalablement une partie de leur patrimoine, ce qui a pour effet d'augmenter leur dénuement et leur niveau de dépendance. Pourtant, un support adéquat devrait être disponible dès que les premières difficultés financières surgissent afin de diminuer les risques d'un processus d'appauvrissement irréversible. Ça, c'est dans les chartes de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à l'article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, ils ont dit au Canada en 1976, après avoir discuté pendant 10 ans, depuis 1966, vous avez dit que vous aboliriez la pauvreté chez les enfants. Or, la pauvreté chez les enfants au Canada puis au Québec a doublé. Les paniers de provisions ont doublé. Les itinérants ont doublé. Les familles qui ne sont pas capables de se donner des logements qui leur conviennent en proportion de leur salaire, ça a doublé aussi. Mme Harel, à propos des paniers de provisions qui ont doublé, ça prouve qu'on est solidaire. Les paniers de Noël, c'est bien, hein? Sauf qu'il n'y en a pas à Pâques, qu'il n'y en a pas à novembre, à Toussaint. Février, vous mangez rien qu'une fois par année. Les paniers de Noël, c'était un superflu pour les familles qui n'étaient pas riches. Moi, j'ai vécu à Montréal-Sud depuis 1942. Hein. J'ai vu tout bâtir Ville-Jacques-Cartier. J'ai vu les millions se perdre dans les égouts sous l'Union nationale puis le Parti libéral. J'ai vu mon ami, les deux frères Ferron, puis le docteur Marcel, puis le docteur Tardy aller soigner le monde pour rien. Puis il ne pouvait même pas les rentrer à l'hôpital quand il y avait un grand malade. Il disait à la famille, mettez-les à la porte. Là, il appelait la police. Puis il disait, il y a un gars qui était à la porte chez eux, puis il est malade. C'est la police qui les rentrait à l'hôpital. À 2 pas de Montréal, il n'y avait pas d'égout, puis il n'y avait pas d'aqueduc. Puis il y avait du monde qui couchait par terre. On avait organisé une petite société de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, c'est le genre. Puis la charte des droits et libertés de la personne du Québec de 1975, à l'article 45, ça dit « Toute personne dans le besoin a droit ». On parle de droit, on ne parle pas de charité, puis on ne parle pas de bienveillance, puis on ne parle pas de philanthropie, on parle de droit.
a droit pour elle et sa famille à des mesures d'assistance financière et à des mesures sociales prévues par la loi susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent. Puis pour l'éducation, le meilleur texte pour l'éducation, je vais vous le lire si vous n'êtes pas tanné, là. C'est le texte de Jean 23 dans Pacem in Terris en 63. La nature revendique aussi pour l'homme le droit d'accéder aux biens de la culture et par conséquent d'acquérir une instruction de base ainsi qu'une formation technique professionnelle correspondant au degré de développement de la communauté politique à laquelle il appartient. Il faut faire en sorte que le mérite de chacun, pas la grosseur des maisons puis la grosseur de la poche du bonhomme, le mérite de chacun lui permette d'accéder au degré supérieur de l'instruction et d'arriver dans la société à des postes et à des responsabilités aussi adaptés que possible et à ses talents et à sa compétence. Puis pour ce qui est de l'article 25, bien, il est quasiment répété dans Pacem in Terris de Jean 23 en 63. Puis tous les changements qu'il y a eu dans la province de Québec, c'est les travailleuses puis les travailleurs organisés. Ce n'est pas les chambres de commerce, c'est pas un collège de médecins, c'est pas nos seigneurs, les évêques, ni les chevaliers de Colomb puis les filles d'Isabelle. C'est le mouvement syndical qui s'est battu pour l'accès à l'éducation. On avait des aumôniers à CTCC dans ce temps-là qui disaient à Chartrand, c'est épouvantable, tu veux pas que les riches payent. Les riches qui payent leur impôt, Chris. Il y a des riches qui disaient que leurs filles n'avaient pas besoin d'aller à l'école. Quand on plaidait pour des enseignantes, hein, on demandait aux gars qui valaient 3/4 million puis 1 million. Moi, j'en ai vu à Boucherville où j'ai habité après Longueuil, là, après Montréal-Sud. Des gars qui étaient propriétaires des îles puis qui avaient des terres, puis à Varennes, à Varchères, de l'argent chez le notaire depuis 5-6 générations. Hein. Puis il n'y avait pas d'argent pour envoyer de mettre plus d'argent dans l'éducation. Puis dans le fond, la taxe sur l'éducation, ça devrait disparaître. Hein. Il n'y a aucun rapport entre ton droit à l'éducation et la grosseur des maisons dans le village. Hein? Ça date du temps de nos arrière-grands-pères. Dans le rang, il y avait 3 ou 4 cultivateurs. Ils se cotisaient pour nettoyer, passer à la gratte. Puis ils se cotisaient pour bâtir une chiotte qui appelait ça l'école. Hein? C'était ça. En 1924, dans mon école, moi, il y avait 4 professeurs au primaire. Puis il y avait un gymnase et une piscine à côté. Puis Trudeau était dans une classe anglaise. On pétait la gueule aux Irlandais. À temps perdu. En 24. Puis là, le gouvernement de Québec, lui, il a envoyé ça par centaines de millions, tu sais. Le rectum de l'Université de Rouen, là, qui était ministre des Affaires municipales, il a envoyé 350 millions, puis après ça, il dit aux municipalités, débarrassez-vous du transport scolaire, envoyez ça aux commissions scolaires. Je vois ça, la petite municipalité qui a une dizaine d'enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'acheter un autobus. Ils vont louer un autobus. Ça n'a pas de bon sens, c'est de la folie furieuse. Alors, c'est basé là-dessus, sur des droits. C'est ça qu'on a écrit dans le petit livre, là. Dans le petit livre avec le professeur Bernard, qui est un philosophe, puis un comptable, puis un maudit MBA. Manifeste pour un revenu de citoyenneté. 3e chapitre, c'est les droits. L'autre affaire, je vais finir avec ça. Je vais finir avec ça parce que c'est très typique. J'ai accompagné des assistés sociaux à une commission de Mme Harel où elle était supposée simplifier les règlements de l'assistance sociale. Il n'y avait seulement qu'un guichet, puis là, on était rendu qu'on en a compté 8. Puis c'est une dame libérale qui m'a donné la parole, de Saint-Henri, je pense que c'est Loisel qu'elle s'appelle. Elle me dit, après que les dames avaient discuté avec Mme Harel, ils connaissaient la loi aussi bien qu'elle, puis ils connaissaient mieux les problèmes qu'elle. En tout cas, eux autres, ils les expliquaient comme il faut. Elle dit, M. Chartrand, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, j'ai dit, Mme Harel a continué la politique de M. Bourbeau. Vous n'êtes pas 2 partis différents, vous êtes comme une paire de fesses. Si je m'étais appartenu, j'aurais dit, le centre, c'est l'Action démocratique. Elle dit, vous savez que la sécurité sociale, ça coûte 9 milliards. Tu sais, ça a tout mis ensemble. Les chroniques, puis les malades, puis ainsi de suite. Hein. Les chèques d'assistance sociale, c'est à peu près 3,5 milliards. Puis le Conseil du bien-être d'Ottawa, il dit qu'avec 18 milliards, on réglera le problème des 5 millions de pauvres dans le Canada.
Le Québec, c'est 19,5 % de la population du Canada. Alors, ça coûtera 3,5 milliards. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont distribué des milliards là, à Ottawa puis à Québec? Hein? Dans l'éducation, par exemple, il y a 1 milliard pour l'éducation. Ça va payer des vieilles dettes des cégeps. Je ne sais pas si ça va faire beaucoup d'argent pour l'avenir. Ça va faire un peu d'argent pour les universités, mais à condition qu'ils soient performantes. Il y a 0 cent pour l'alphabétisation, alors qu'il y a un Québécois sur 5 qui n'est pas en mesure de lire convenablement. Quand on pense que ceux qui ont été d'accord pour l'éducation gratuite, c'est les vieux cultivateurs puis leurs femmes, les vieux ouvriers puis leurs femmes qui avaient à peine fait leur 5e année puis n'ont jamais chiolé. Hein? Les chialeux, c'était les représentants de compagnie puis les faiseux des chambres de commerce. Là. Des petits entrepreneurs de rien qui font le paravent pour Alcan puis le bel téléphone et puis ces compagnies-là. Alors, j'ai dit, madame, elle dit, ça coûte 9,5 milliards. Je n'ai pas discuté son chiffre. J'ai dit, madame, dans une année, au Québec, 20 compagnies, ils ont 6 milliards 980 millions d'impôts reportés. Pas 200, pas 2000, 20 compagnies. Je vais vous les nommer. Le Bell Téléphone, Canadien Pacifique, Alcan Aluminium, Compagnie Seagram, Compagnie de téléphone anglo-canadienne, Québécois, qui a été gavé par le Pelado, qui a été gavé par le PQ, Domtar, Imasco, Lafarge, Groupe Vidéotron, ça, ils vont être dans la rue, le père et le fils, avec 5 milliards, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Laurentienne Financière, Ciment Saint-Laurent, Power Corporation, Desmarais, Cascade, les Frères Lemaire, Téléglobe, Tembec, Compagnie Molson, Provigo, Dominion Textile, Ivaco. 6 milliards 980 millions dans une année d'impôts reportés, puis il y a des fiscalistes qui vont sortir les listes d'impôts reportés de l'Alcan et puis du Bell Téléphone, c'est comme ça d'année en année. Hein? Mais je vais vous donner l'opinion de 2 hommes sérieux. Vous n'êtes pas obligé de prendre la mienne. M. Chrétien, le premier ministre. C'est pas un fou, lui. Il dit, je pense qu'il est inacceptable qu'il y ait des contribuables qui ne paient absolument rien en impôts dans une année avec de gros revenus et qu'il va falloir regarder la possibilité d'instaurer un impôt minimum. Quand il y a eu la commission sur la fiscalité, la chaire socio-économique, le professeur Lauzon, puis des fiscalistes, puis des comptables sont allés devant M. Damour, là, le nouveau président de la Banque Desjardins, là, pour y parler d'un impôt minimum. Ça rapportera des centaines de millions au Québec. Il y a un impôt minimum en Ontario, puis il y en a un aux États-Unis. Ils aiment ça nous comparer avec l'Ontario, puis les États-Unis. Bien, Chris, il devrait prendre les bonnes mesures qu'il y a par là, hein? Au lieu de nous mentir à propos de ce qui se passe. Le Chrétien continue. Le problème est que le système fiscal canadien est comme une grosse meule de fromage dans laquelle les avocats, les comptables et les fiscalistes font des trous. Hein, le vérificateur général à Ottawa, il a dit à un moment donné, Mulroney, il avait passé une loi 21 années sans impôt pour les successions familiales. Trudeau est arrivé après, il a rajouté 21 années. Ça faisait 42 ans sans en payer d'impôts. Il y a une succession familiale qui a déménagé aux États-Unis 2 milliards 400 millions. Des hôtels, le vérificateur général s'est fait engueuler par les petits baveux de députés libéraux de la province de Québec qui ont dit « T'as pas d'affaire à déclarer ça ». Je n'ai pas nommé personne, j'ai juste dit que le gouvernement fédéral venait de perdre 700 millions. Perdre de l'argent d'un bord, puis ils en volent d'un autre bord. Ils ont volé 18 milliards dans la caisse d'assurance chômage. J'étais à Jonquière, dans mon comté. Et les gars m'ont réveillé un matin, ils ont dit « Petit gros, il par ici, il faudra aller le saluer. » J'ai été dit qu'il était un maudit voleur. Le Pompadour. J'ai dit, ceux qui veulent partager cet argent-là, comme le Québec, là, ils devraient aller en prison avec toi. 2 gars qui font une banque, quand ils se font prendre, ils vont tous les 2 en prison. Monsieur Parizeau, professeur de sciences économiques pendant des dizaines d'années, hein, au HEC. HEC, tu arrives là, c'est comme si tu arrivais dans un, comment ça s'appelle ça, là, les places commerciales. Là. À chaque porte,
Il y a une annonce, puis il y a des annonces dans le plancher. C'est comme le concert Cravenet. Tu ne vas pas entendre Mozart et Beethoven, tu vas entendre Cravenet. Après ça, il y a le théâtre du Maurier. Tu ne vas pas voir Shakespeare puis Molière. Tu vas voir du Maurier. Ça vous fait pas chier un peu, vous autres. Hein? De bel téléphone juste pour rire. Moi, il me fait pas rire, le bel téléphone. Il a volé mon père pendant 50 ans. Moi, il m'a volé pendant 50 ans. À un moment donné, j'ai pris son téléphone. J'ai appelé Sprint. J'ai dit, vous devez être aussi voleur, mais je veux changer de voleur. Ça me coûte meilleur marché. Parizeau, il dit, les grandes corporations financières du Canada échappent largement au fisc et sont ainsi en bonne partie responsables de la débâcle financière du gouvernement fédéral. Tu sais, quand il disait que c'était mesures sociales, les mesures sociales dans les 15 dernières années, c'est comme une ligne horizontale, l'illustration de ça. C'est toujours la même proportion, à peu près, du produit intérieur brut, à peine 6 %. Parizeau continue, si les vieux partis fédéraux veulent sérieusement s'attaquer au problème du déficit, ils doivent avoir le courage de se retourner vers les grandes corporations dont plusieurs ne paient pas un sou d'impôt. C'est exactement à peu près les mêmes lois dans la province de Québec. Les Jésuites diraient qu'il a fait un péché d'omission. Moi, je dirais que c'est un Christ de faiseux. Excusez, madame. Il dit, l'ensemble des possibilités d'évasion offertes par le régime fiscal canadien coûtent chaque année des milliards de dollars au Trésor fédéral. Ça, c'est un ancien sous-ministre des Finances puis un ancien premier ministre qui dit ça. Seulement pour l'année 1986, les grandes corporations ont déclaré des déductions d'impôts reportés, ce qu'on a vu tantôt, 6 milliards 900 millions. Ils ont déclaré des déductions d'impôts reportés de 21 milliards, soit autant d'argent que ne touchera jamais Ottawa. C'est exactement les mêmes problèmes au Québec. Les îles Caïmans, par exemple. Il y a 20 000 de population. Il y a 35 000 industries d'enregistrer là, tu sais, qui sont actifs, c'est un maudit temps. Hein? Il y a 200 compagnies d'assurance. Puis là, la Banque Royale, elle a acheté des sociétés financières dans les îles Jersey puis Guernsey. Les îles Jersey, Guernsey, puis les îles Le Mans, là, c'est les paradis fiscaux de l'Angleterre. La France, j'ai reçu le Nouvel Observateur il y a 3 semaines, il parle de ça. Hein. C'est Monaco, c'est l'île Maurice, leur colonie, l'île Maurice, puis c'est le Luxembourg, puis ainsi de suite, à part des gars qui vont cacher ça en Suisse, je veux dire. Hein. C'est partout pareil dans le monde. Ça, c'est un petit livre, ça, du professeur Michel Bernard et de Léopold Lauzon. Finances publiques et profits privés, les finances publiques à l'heure du néolibéralisme. C'est facile à lire, puis ça défriche tous les problèmes financiers. C'est simple, c'est des petits chapitres. Même les femmes peuvent comprendre ça. Ben, c'est pour l'expliquer aux hommes qui n'ont pas eu l'air à comprendre. Alors, c'est ça. Le revenu de citoyenneté inconditionnel, universel, au-dessus du niveau de la pauvreté. Le niveau de la pauvreté, il est fixé par le Conseil du bien-être social à Ottawa. Mais là, il y a des smart économistes comme le petit monsieur là, de Montréal, là, je ne sais pas comment il s'appelle, à l'Université du Québec. Là. Il voudra prendre ça sur la consommation au lieu de sur le revenu pour être en mesure de baisser ça un peu. Alors, au-dessus du revenu de la pauvreté. Inconditionnel, universel. C'est ça. C'est que ça fait pauvreté zéro. Ça fait éradication de la misère sociale pour 2 500 000 Québécois sur 7 400 000. Respect de la personne. Tous les citoyens sont égaux en dignité et en droit. Agrandissement du champ de la liberté pour les femmes et pour les jeunes. Puis les gens qui attendent des règlements, puis ainsi de suite. Puis finalement, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les femmes ou les hommes, individuellement ou collectivement, quand ils vont aller chercher un emploi, ils vont pouvoir regarder leur employeur en face et dire, si tu ne me donnes pas des conditions de travail et de salaire convenables, je m'en retourne chez nous avec mon revenu de citoyenneté. Aujourd'hui, il y a des
syndicats qui ont des fonds de grève, veut dire, mais c'est pas tous les syndicats, puis c'est pas tous les employés qui peuvent faire ça. Hein. Puis le travail précaire, il va en avoir 80 d'alors. Alors, avec ton revenu de citoyenneté, ça va inciter au travail. Ceux qui ont des petits jobs de rien, ben, ça va compléter, puis ils vont faire une vie convenable. Ceux qui gagnent de l'argent, ben, pas les médecins spécialistes à 185 000, eux autres, ils ont de la misère à arriver. C'est un salaire de base qui est trop bas. Le revenu de citoyenneté pourrait les aider, je veux dire. C'est ça que ça va faire. C'est un problème psychologique. Il faut se dire qu'on est capable de sortir de la pauvreté et de vivre dignement dans le Québec, qu'il y a de l'argent pour ça. Oui, monsieur. Merci. Alors, je ne connais absolument rien en économie. Je ne sais pas s'il y a des économistes ici. C'est peut-être un peu... Ils n'en connaissent pas plus ils viennent, ouais, c'est ça. Parce qu'ils viennent d'en prendre une claque. Je pense qu'ils ne se révéleront pas. C'est parce que, une chose que je me demande, c'est que si, mettons qu'actuellement, on est au degré 0, là, si chaque citoyen a droit à un revenu minimum, ça veut dire qu'on va être au degré, mettons, 20. Ben, ça veut dire qu'au lieu d'être au degré 0, on va être au degré 20. Dans quelle mesure, à ce moment-là, les prix ne vont pas augmenter en conséquence? Probablement. Comme quand il y a des augmentations de salaire, les prix augmentent aussi. Mais si on est tous en mesure de vivre convenablement, on va être en mesure de se battre, maintenir un salaire minimum, puis maintenir les avantages sociaux qu'on a, puis se battre pour avoir le pré-salaire pour les étudiants à l'université, comme dans tous les autres métiers. On a ouvert les portes de l'université, puis les étudiants, ils n'ont pas fait l'effort de dire, nous autres, on va avoir un salaire comme un apprenti. Moi, dans mon imprimerie, c'est à rue Quinn, là, j'avais des gars de l'école, puis des filles de l'école des arts graphiques qui venaient travailler 2-3 jours par semaine, il fallait les payer. Puis il ne fallait pas faire passer le temps à balayer ou bien aller chercher des coques. Il fallait qu'ils pratiquent leur métier. Des étudiants, c'est-tu des stagiaires, ça? Hein? C'est ça. Les seules grèves que j'ai vues, c'était des grèves pour agrandir les stationnements. J'étais pas fort. C'était pas de... J'ai rien contre ça. Qu'est-ce qui est arrivé avec les allocations familiales, mon cher monsieur? Les femmes ne sont pas allées à la taverne, hein? Il n'y avait pas le droit, puis il n'y avait pas l'habitude. Puis ils ne sont pas allés le jouer à la bourse, il n'y avait pas les moyens. Les baisses d'impôts, c'est pour les gars qui vont jouer à la bourse. C'est pas vrai que ça fait de l'activité économique. Si la peine de lait, ouais, mais c'est parce que si la peine de lait, au lieu de coûter 1 piastre, elle finit par monter à 2 piastres, même si ton revenu, c'est un revenu minimum. Tu as le droit de protester. Il y a des groupes de consommateurs, on pourra en faire. Là, on est après se faire fourrer, là. Parce que les Québécois, ils ont vendu leurs affaires à Loblaw. Provigo, il a vendu à Loblaw. IGA, les anciennes coopératives de consommation que M. Blanchette de la SGF a fait faire faillite, bien, c'est rendu à Sobeys de Nouvelle-Écosse. Et puis, c'est plus Métro Richelieu, ils ont ôté l'accent. Au cas, ils vendraient à des Américains qui n'aiment pas les accents. Ça se passe, ça? Il y avait un gars qui savait que les Québécois mangeaient, il s'appelait Samuel Steinberg. Puis il avait des contrats de travail excellents. Puis il achetait dans la province de Québec. T'imagines-tu que Loblaw va venir acheter dans la province de Québec quand leur saison d'agriculture est 15 jours, 3 semaines devant nous autres? Sobeys, il est arrivé au maxi où est-ce qu'on était? De Montjoly. Puis la convention était quasiment renouvelée. Ah, il n'y a plus rien qui marche là-dedans. Ils sont 49 employés. Il n'a pas dit bonjour à un employé ni à un employé. Puis là, quand il a acheté Provigo, tous les codes, bonjour, merci. C'est fort, hein? Non seulement on n'a pas de journaux, mais là, on n'est pas capable de se nourrir. Le Québec Inc., là, c'est assez particulier. Hein? Le capitalisme, qu'est-ce que c'est le capitalisme? L'essence, la nature du capitalisme. La maximisation des profits dans un minimum de temps. Sans aucune considération humaine. C'est amoral, asocial, apatride, anational. Ça n'existe pas un capitalisme canadien-français. Quand Desmarais a eu son prix pour consolider tout de batteur s'il l'a vendu aux États. Provigo, il s'est vendu en Ontario. Puis le IGA, il s'est vendu en Ontario.
Puis Métro Richelieu dit, quand on aura notre prix, on se vendra. De sorte qu'il n'y a plus... Avant, il y avait des coopératives, il y en avait une grosse sur le boulevard Terrien, là, puis il y en avait des grosses à Montréal. Celle du boulevard Terrien, c'est la Caisse populaire des syndicats nationaux qui avait financé la bâtisse 3 millions. C'est disparu. Ça maintenant, les prix, à chaque semaine, est publié dans la presse les prix de la Coop, puis de Dominion Store, puis des autres. Hein. C'était le chien de garde. Comme les coopératives de Suède ont brisé des monopoles internationaux pour les couvre-planchers, pour les ampoules, puis ainsi de suite. Là, on n'a plus de chien de garde, puis on regarde les profits de Provigo et puis de Sobeys monter. Puis on regarde les prix monter. Parle-moi-en des capitalistes canadiens-français. Des pauvres caves qui nous reculent à tout bout de champ. C'était quoi votre question? Les prix vont monter, bien sûr. Bien sûr, il va y avoir plus d'argent en circulation, mais ça va sortir le monde de la misère, toujours. On va commencer par les sortir de misère. Puis après ça, on va se battre. Comment pas longtemps? On est capable de se battre. C'est ça, le capitaliste. On vit là-dedans. Il faut le savoir qu'on vit là-dedans. La beauté du capitaliste à côté du communiste, c'est qu'il est pour y avoir de la concurrence. Ça baissera les prix. Ça permettra au monde d'avoir ce qu'ils ont besoin. Or, c'est tous des oligopoles puis des monopoles, mon cher. Hein? C'est de l'anarchie, puis ça va jusqu'à la tyrannie. 200 gars qui mènent le monde. Dans tous les dictionnaires, ça s'appelle de la tyrannie, ça. Ils peuvent te foutre n'importe quelle bourse à terre, à Londres, à Paris, au gros Ottawa, puis au petit Québec. Tu as vu l'Asie, comment ça s'est écroulé, hein? C'est ça. C'est la spéculation. Quand Landry dit la prospérité des entreprises, la croissance économique, puis qui donne de l'argent, qui gave les produits pharmaceutiques, puis qui gave l'informatique, puis il dit ça va absorber le chômage, c'est un maudit menteur. La croissance économique, ça augmente les dividendes, ça augmente les profits des compagnies, ça permet des transformations jusqu'à l'automation, ça permet des fusions, ça permet des déménagements. Les produits pharmaceutiques, l'enquête de la chaire socio-économique, sur 11 ans de temps, dans les hôpitaux, 79 à 96, les services médicaux, ça avait augmenté de 37 %. Les services dentaires avaient diminué de 25 %. Les libéraux, quand l'assurance santé est arrivée en 82, ils ont coupé les soins dentaires. Aujourd'hui, les Québécois, les enfants québécois sont les enfants qui ont le plus de caries dentaires puis le moins de dents dans la bouche. C'est des calculs intelligents, hein? Les services optométriques, ça avait baissé de 39,32 %. Les produits pharmaceutiques avaient augmenté de 233 % en dollars constants. Les compagnies pharmaceutiques, c'est les compagnies les plus riches au monde, puis tous les plus gros laboratoires se sont fusionnés. C'est des bandits internationaux. Les vendeurs d'aspirine ont été condamnés à 4 milliards de dollars aux États-Unis. Et puis l'autre compagnie qui faisait les acides pour les jus, là, le 7-Up et ces affaires-là, 7-Up, il a dit, vous me volez un peu. Ils ont été condamnés à 4 milliards, eux autres aussi, je veux dire. C'est des bandits internationaux, puis lui, il les encourage, lui. En dollars courants, ça va augmenter de 643 %, puis en dollars constants, de 234 %. Puis quand tu regardes pour l'assurance des produits pharmaceutiques pour les vieux, les médecins nous disaient qu'il y avait des vieux cardiaques qui jetaient les prescriptions avant de sortir du bureau, puis il y a des pharmaciens qui disaient la même chose depuis que l'assurance médicaments. C'était supposé pour couvrir plus de monde. Dans le fond, c'était pour sauver 200 millions au gouvernement. Puis alors, McGill, ils ont fait une enquête, ils ont dit, sur les 575 000 patients qui consommaient des médicaments essentiels, 2500 décès, hospitalisation et institutionnalisation supplémentaires. 16 000 visites additionnelles chez le médecin, 13 000 visites supplémentaires aux urgences en 10 mois pour les victimes de la maladie mentale. Les visites à l'urgence sont quadruplées et avec eux seuls, nous aurions réalisé 16 millions d'économies. Là, il y a toute la lutte, là. Il y a toute la lutte, il y a des compagnies qui ont des produits brevetés. Le Québec leur accorde 15 ans de protection de leurs brevets par-dessus les 20 ans d'Ottawa. Il y a des chercheurs dans les pharmacies, dans les compagnies pharmaceutiques de la province de Québec, dont 60 % du salaire est payé par ceux qui payent de l'impôt.
les plus riches au monde. C'est le pays où ils sont le plus gavés dans le monde, c'est le pays où ça coûte le plus cher dans le monde. On se botte vraiment le cul, je veux dire. Puis on se fait faire des bottines spéciales pour ne pas se manquer. Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'argent, le Rosaire Morin, il a relevé toutes les épargnes du Québec, dans les banques et dans les fonds de pension. Les épargnes de vos parents, hein? Les assurances, les fonds de pension, ce n'est pas les riches, ça, c'est le peuple. 200 milliards par année d'épargne qui s'en va à l'étranger du Québec. Les Danois, c'est 0. La France, l'Italie, l'Espagne, c'est 1 à 3 %. Le Canada, c'est 10 %. Au Québec, c'est 80 % des épargnes qui s'en vont à l'étranger. Ils disent qu'on est pauvre, les baveux du PQ. À bord de ce qui sort, puis à bord de ce qui n'est pas payé, puis à bord de ce qui est gaspillé. Hein? Les PME, là, c'est gentil, les PME, hein, qui payent en bas du salaire minimum. Il y en a 50 % qui meurent la première année, puis 80 % dans 2 ans. Le gouvernement perd l'argent qu'il investit. Les ouvriers perdent le salaire, puis les fournisseurs perdent le prix de leurs marchandises. Alors, c'est ça le revenu de citoyenneté. C'est à partir de là. Pour l'argent, on va y voir. Je connais personne dans la province de Québec qui peut me dire combien est-ce qu'il y a de lois sociales. Puis encore moins, quelqu'un qui va me dire combien ça coûte. Là, on met ça de côté. Les allocations familiales, les pensions de vieillesse, les bourses d'études, puis on arrête le quintage. Inconditionnel, universel. Puis on sauve 14 à 15 % d'administration sur des milliards. C'est de l'argent, ça aussi. Puis on remet de l'argent en circulation, comme Roosevelt a fait aux États-Unis pendant la crise. Sur les conseils de Keynes, l'économiste Keynes, qui était un capitaliste, il a dit, au lieu de mettre des octrois aux compagnies, mettre de l'argent dans la poche du monde, ils vont la dépenser. Les pauvres, ils ont une propension à dépenser. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les riches, ils vont placer ça. Là. Puis à l'étranger. Même la Banque des Jardins a dit, on peut vous placer votre argent en Europe. Puis il n'y a pas de journaux au Québec. Il a démarré avec la presse de Montréal, la Tribune de Sherbrooke, le Nouvelliste de Trois-Rivières, et puis le Journal de Granby, puis des postes de radio. Pélado avec le Journal de Montréal, le Journal de Québec, puis 60 hebdomadaires. Puis TQS. Puis M. Black, qui possède la moitié des journaux quotidiens du Canada, puis il n'aimait pas le Globe and Mail à Toronto, il a fondé le National Post. Il est propriétaire de la Gazette à Montréal, du Soleil à Québec, du Droit d'Ottawa, puis du Journal du Saguenay. Puis là, il vient d'acheter, je pense, le Courrier de Berthier. Il veut renseigner ce monde-là. 3 capitalistes qui s'en cachent pas. Puis alors, tout leur éditorialiste, hein? Puis les gars des chroniques de finances, hein? Ils disent c'est une bonne affaire que notre argent s'en aille à l'étranger. Ça nous rapporte des intérêts. C'est brillant, hein? C'est ça. Puis ils sont pour les compagnies d'assurance. Desmarais, il est propriétaire de la plus grosse compagnie d'assurance au Canada, la Western puis la London Life qui a acheté. Alors, c'est ça. Le revenu de citoyenneté inconditionnel, universel, au-dessus du seuil de la pauvreté. Pauvreté zéro. Éradication de la misère sociale. Respect de la personne. Agrandissement du champ de la liberté pour les femmes et pour les jeunes. Puis pouvoir de négociation pour le peuple. C'est drôle, moi, quand je vais dans un commerce, moi, les gars, ils disaient, vous besoin d'une facture? J'ai dit, non, pas besoin d'une facture, moi, je n'ai pas assez de revenus pour un rapport d'impôt. Pourquoi qu'ils me demandent ça? Parce qu'ils veulent garder la taxe. Hein? Pourquoi qu'on a des taxes indirectes au lieu d'avoir un impôt sur le revenu? J'ai discuté ça avec Parisot il y a 40 ans, quand il était aux hautes études, puis qu'on était sur la rue de Montigny. Nous autres, on mangeait à l'hôtel Lafayette, au coin d'Amers, puis de Montigny. Là, c'est plus facile d'aller taxer le monde. C'est plus facile de ramasser l'argent. Tu achètes le journal, Chris, puis tu payes la taxe. Ça s'en va-tu quelque part, tu penses? Les femmes qui vont se faire coiffer sont supposées payer les taxes. Payez-vous les taxes, les femmes? J'avais dit ça à Joliette une fois, j'avais été parler, c'était avant que la taxe arrive. J'ai dit là, ils vont peut-être nous mettre une TGV, une taxe à valeur ajoutée.
Il y avait une femme libérale, là, monsieur, un peu plus comme crevait les yeux. Vous êtes un exagéreux, puis un menteur, puis un ci, puis un ça. L'année suivante, il y avait la taxe. Sur la coiffure. Alors, je vais parler à la Chambre de commerce de Drummondville, puis j'ai dit aux gars, amenez vos femmes, ils ont plus de bon sens politique que vous autres. Alors là, j'ai dit aux femmes, à un moment donné, j'ai dit, avec ces taxes-là, vous êtes prêts pour payer la taxe quand vous allez vous faire coiffer. C'était un éclat de rire général. Qu'est-ce que j'étais rendu à dire, là? Ah oui, le revenu de citoyenneté, ben c'est ça. Le problème, c'est psychologique. J'ai dit ça à un de mes amis qui est docteur en sociologie. Ben, qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas un problème psychologique, c'est un problème d'analyse. J'ai dit non, c'est un problème psychologique. Comme l'assurance chômage, c'est un problème psychologique. Comme les allocations familiales, les pensions de vieillesse, c'est un problème psychologique. Les gens ne voudront pas croire, les Québécois, qui peuvent sortir de la pauvreté après 300 ans, qui peuvent arrêter de quêter. Les artistes quêtent, les groupes communautaires quêtent, les commissions scolaires, les hôpitaux. Le gouvernement, il cachait, lui, 541 millions de places, 841 autres places. Hein? Puis il disait que quand on parlait de l'encombrement des hôpitaux, qu'on était des démagogues, on ne faisait pas de la démagogie, on faisait des constatations, puis c'est pas fini. Hein? Ça va être pire cet été. Puis pire que l'encombrement des hôpitaux, c'est les gens qui attendent chez eux. Puis le déambulatoire, c'est qui va s'occuper de ça? Tu n'es pas aussitôt réveillé de ton opération et dit vous en allez chez vous, ils ne te demandent pas s'il y a quelqu'un pour en prendre soin. Les femmes encore qui vont s'occuper de ça. Alors, avec un petit revenu de citoyenneté, tu peux aller chercher un petit salaire, s'il y en a un. L'économie sociale, c'est quoi? Hein? C'est des salaires de pauvreté en bas du seuil de la pauvreté, je veux dire. Ils trouvent ça fin. C'est pour remplacer le gouvernement. Il y a des groupes communautaires qui m'appellent. Un gars à Hall, puis un autre dans le bas du fleuve, ils disent, on nous coupait nos choses. J'ai dit, vous vouliez remplacer le gouvernement, puis là, vous l'engueulez. Il n'est pas fou, il n'est pas pour vous donner de l'argent pour l'engueuler. Le revenu de citoyenneté, le niveau de vie, le seuil de la pauvreté, le Conseil du bien-être social à Ottawa le fixe, c'est 14 000 pour un individu, puis davantage pour une famille. Puis pour les pays en développement, là, ça sera la façon de les aider, ça. Envoyer l'argent aux citoyennes. C'est elles qui brassent les affaires partout dans l'Afrique et dans l'Amérique latine. C'est elles qui font les commerces, non seulement pour les fruits et légumes, mais pour les appareils électriques. J'ai vu ça, moi, en Bolivie, puis j'ai vu ça un peu partout dans le monde. Hein. Au lieu d'envoyer ça au potentat, là, ça passe par New York, puis ça va revirer à Genève. Hein. Le FMI qui a envoyé des milliards en Russie, ils ont retrouvé une partie à New York puis une autre partie à Genève. Puis après, la petite bouchée, c'est quoi ça? Parce qu'on est 7 millions en Amérique du Nord, on peut vivre encore 150 ans si on possède notre langue convenablement. Parce que la langue, c'est pas fait juste pour s'exprimer, la langue, c'est fait pour penser. C'est fait pour se connaître, c'est fait pour connaître ses émotions, c'est fait pour développer son intelligence. C'est important, la langue. Le bilinguisme, c'est facile, ça. Ça s'apprend avec les oreilles, ça. Si on était en Chine, on parlerait chinois à 3 ans. Hein? Il n'y a pas de problème dans la province de Québec, il y a de l'argent pour ça. Quand on parlait de l'instruction gratuite, ils disaient ça n'a pas de bon sens. Pour toutes sortes de questions morales, pas rien que des questions financières. Hein? L'assurance chômage, c'est pareil. Bien là, l'assurance chômage, il n'y en a plus. C'est à peu près 36 % des chômeurs qui en ont. Alors, c'est ça. D'autres questions? D'autres remarques? Prêts pour le vote? Ceux qui sont en faveur, signifient en levant la main. Vous votez jamais, non? Vous n'avez pas appris la démocratie. La démocratie, ce n'est pas une théorie, mes amis, c'est une pratique. Puis l'avenir, ce n'est pas demain pour vous autres, c'est aujourd'hui. Il faudra vous organiser à l'intérieur de votre cégep si vous voulez vous faire respecter. Puis regardez les matières qui vous sont enseignées, puis les professeurs que vous avez, puis le budget de votre école. Vous votez au fédéral puis au provincial pour des milliards, puis vous ne savez pas ce qui se passe dans votre école. Puis les gars des hautes études commerciales qui ne sont pas plus smart que vous autres ne savent même pas le budget de leur coopérative. Alors vous allez voter comme des veaux, comme vos parents. Les syndicats, vous regardez ça de loin. Hein? Les syndicats regardent le dernier bulletin que j'ai reçu. Ils vont organiser 9 personnes, 7 personnes, 15 personnes.
faut qu'ils demandent un certificat, puis ça prend des mois, puis ça prend des années. Les avocats des compagnies se battent contre eux autres. À la CSN, ils doivent avoir au-dessus de 1000 syndicats qui ont moins de 20 employés. Puis un petit syndicat, c'est beaucoup plus de trouble qu'un gros syndicat, comme les enseignants dans Bâtisse ici. Les enseignants dans Bâtisse ici ne doivent pas être plus militants que vous autres. La liberté, c'est ça le syndicalisme, la liberté. La politique, c'est la liberté. Chaque citoyen doit assumer des responsabilités à son niveau. L'instinct de la liberté, c'est aussi fort que l'instinct sexuel. Il y en a un qui marche assez bien, mais l'autre, il n'est pas parti encore. Monsieur. Viens dans, mon frère, prends le micro. Parle fort. OK. Bon, je parlais du référendum, de, mettons, avoir un test de connaissance générale ou avant un référendum, puisque c'est pas tout le monde qui vote, puis qui ont vraiment la conscience de ce qu'ils disent, puis ce qu'ils votent finalement. Ah non. Le gouvernement de Québec est formé d'universitaires, hein? Ouais. Le premier PQ, il y avait 34 enseignants, plus des professeurs d'université. Il n'y a jamais eu un gouvernement qui était aussi loin du peuple. Puis aujourd'hui, comment est-ce que c'est? Les SMART, là, jamais le raisonnement des habitants de Duplessis, s'il y avait du bon sens. Puis en 1939, quand je faisais de la propagande pour l'Action libérale nationale avec Paul Gouin qui avait laissé Duplessis, j'allais dans les campagnes leur parler d'un troisième parti. Il n'était pas abonné aux journaux, puis il n'y avait pas de télévision. Hein. Puis il raisonnait sainement. Les pêcheurs de Gaspésie. Moi, j'ai passé ma vie avec des ouvriers. Hein. Il y a des génies là, puis ils réfléchissent. Puis les femmes en politique, hein, ils savent quoi. Ils ne parlaient pas, mais là, ils vont commencer à parler. Là, ils sont sortis de leur cuisine. Là. Ils ont fini de dire « oui, papa »,« oui, patron »,« oui, chérie ». Fini, ça. Fini ce temps-là. Un référendum pour un Québec indépendant. Moi, je suis indépendantiste depuis 1935. J'ai étudié le dimanche, ça te fait plaisir, l'acte de l'Amérique du Nord britannique avec des avocats, puis des professeurs, puis l'abbé Groux. Je trouvais que ça n'a pas de bon sens. Alors, j'étais secrétaire des Jeunesses patriotes et nous appelaient les séparatistes. Je n'ai pas changé d'idée encore. Je n'ai pas été obligé de passer par le Parti conservateur pour devenir monarchiste, je ne sais pas quoi tu appelles ça. Ils n'ont pas les gosses pour faire ça. Puis pourtant, ils pourraient s'en faire greffer parce qu'il y en a qui ne servent pas dans ce pays-ci. Puis ils ont vendu la partie de la Société des alcools, qui était l'entrepôt, l'embouteillage, un des plus perfectionnés en Amérique, avec un port pour recevoir les bateaux-citernes. Puis la Société des alcools, ça rapporte 5 à 600 millions par année. Le traitement des alcooliques au Québec, ça coûte 1,7 milliard. T'imagines-tu que les compagnies qui ont acheté l'entrepôt, là, ils vont verser des millions au gouvernement pour soigner les alcooliques? Ils vont venir chercher ça sur nos taxes. Boralex, là, les affaires que Mme Vachon a données, les petits pouvoirs, là, ils vendent les kilowatts 5 cents pendant 25 ans, puis l'hydro leur vend 3 cents et 61. On perd 30 millions par année avec les petits pouvoirs, puis Boralex, les frères Lemaire, ils en veulent encore. Il dit qu'il y en a 2 de ces pouvoirs-là, c'est pour aider ses enfants à payer l'impôt sur la succession. Ça se passe. Puis les gars qui sont à Bécancour, les compagnies d'aluminium multinationales, multimillionnaires, on n'a pas été capable de savoir à quel prix notre Hydro-Québec leur vendait l'électricité. On l'a su par les États-Unis, puis là, on sait que ça nous coûte 300 millions par année. Ça continue avec Saguenay Électrique, Saguenay Power, puis l'aluminium dans le Saguenay. M. Lévesque a oublié de nationaliser ça, Saguenay Power puis Saguenay Électrique. Puis là, les dernières augmentations des fonctionnaires puis des employés des commissions scolaires, ça a été pris sur leur fonds de pension. C'est-tu assez fort, ça? Hein? Tu prends ton fonds de pension pour te faire un salaire pour vous. 18 000 personnes qui sont sorties des services de santé, 15 000 qui sont sorties de l'éducation. Là, ils cherchent des infirmières, puis quand même qu'il y en aura des jeunes, il n'y en a pas d'adultes pour les entraîner. Le vérificateur du Québec a dit que le gouvernement va gaspiller 2 milliards 300 millions. C'est pas les maoïstes qui disent ça, puis les trotskistes, puis les libéraux. Les libéraux, ils n'en parlent pas, ils auraient fait la même chose.
Ils ont vendu le Mont-Saint-Anne, puis ils ont vendu tout ce qu'ils pouvaient. Puis ils vendaient les biens pour arriver à montrer que le Québec était prêt à régler son déficit. Puis il était à Havre-Saint-Pierre, j'ai averti les Acadiens, j'ai dit surveillez vos menhirs, les sites. À un moment donné, il va vous arriver un hélicoptère américain, puis il va les emporter. Hein? À cette île, je leur ai dit, mettez un gardien sur chaque île, parce qu'à un moment donné, vous allez vous réveiller, il va y avoir un drapeau américain de planté là. Il y en a beaucoup de travail dans l'environnement, dans la santé, dans l'alphabétisation, dans toutes sortes de choses, il y a du travail à faire. Alors, tandis qu'avec le bien-être social comme tu l'as là, ça désincite à travailler parce que tu vas chercher un petit emploi que tu vas perdre dans 15 jours ou dans 2 mois. Là, ça va te prendre 2-3 mois avant de revoir ton bonheur social. Alors, ils ne prennent pas ces risques-là. Puis quand on parle, il y a 447 000 chômeurs à partir d'électroniciens. Hein? Pratt & Whitney, ils ont sorti 900 ingénieurs électroniciens de moteurs d'avion après avoir reçu 157 millions du gouvernement fédéral il y a 3 ans. Puis il y a 2 ans, ils ont reçu 147 millions, puis ils ont sorti 700 personnes. Puis ils font faire leur affaire ailleurs. Le bel téléphone, le président qui avait 27 millions de salaire par année trouvait que les téléphonistes gagnaient trop cher. Il voulait les vendre aux États-Unis, il voulait faire la traite des Blanches en 99, s'ils ne pensent pas. Bien là, ils font faire leur informatique en Chine, mon frère. Swissair a fait faire sa comptabilité aux Indes à 100 $ par mois pour les comptables, puis elle prend des contrats des autres compagnies. Ça va se continuer, ça prend de la planification économique. Là, il n'y a pas de planification économique, c'est les compagnies qui arrivent au banon qui repartent. Landry, il a offert 360 millions à General Motors pour Sainte-Thérèse, ils ont dit on n'en a pas besoin. Il n'y a pas de planification économique, mais il y a une planification pour vider les campagnes, par exemple. En Gaspésie, puis au Saguenay, puis partout. Hein? Il n'y en a plus de jeunes quasiment là, dans le reste du pays. Là. Puis M. Bréard de la Banque canadienne nationale, il dit on devrait vider la Gaspésie, l'Abitibi. Puis il y a un plan pour la Gaspésie avec Reynaud puis 2-3 autres gars depuis 20 ans. Hein? Puis il disait il faut vider ça, ces campagnes-là. Puis il y a un excellent livre qui est important pour des changements sérieux dans la province de Québec, c'est pour réduire le déficit démocratique, le scrutin proportionnel par Paul Clich, c'était dans le programme du Parti québécois. Actuellement, les libéraux, ils ont 40 du vote, puis ils ont la moitié des députés du PQ qui en a 37 Puis mon ami de l'ADQ, lui, il a eu 11 du vote, ça lui donne un député. M. Mario Dumont, il représente 500 000 électeurs. Hein? Il pourrait nous emmerder plus que ça. Alors, c'est ça, mes amis. Je vous remercie, ça m'a fait plaisir.